Lille ne répond plus. Depuis hier, la mairie centrale est en grande partie paralysée par une cyberattaque. À Lille, les conséquences sont nombreuses. L'entrée du zoo a été gratuite longtemps parce que la billetterie ne fonctionnait plus, tout comme le Palais des Beaux-Arts. Alors impossible pour l'heure de déterminer l'ampleur de l'intrusion dans les systèmes, le diagnostic est en cours. Une mise en sécurité pour protéger les données de la mairie a été déclenchée. L'essentiel, c'est de garantir autant que possible les services publics en se passant de l'informatique. Alors pourquoi cette attaque contre la mairie de Lille ? Mystère. Données sensibles, une émission produite par Advance. Épisode 1, la cyberattaque sur la ville de Lille, 1er mars 2023. Emprunter un livre à la bibliothèque, demander un acte de naissance ou acheter un billet d'accès à la piscine. Les 230 000 habitants de Lille dans les Hauts-de-France ont oublié à quel point la numérisation des services avait simplifié leur usage. En 2023, une cyberattaque d'ampleur leur a soudainement remis en mémoire l'époque où l'état civil fonctionnait au papier et au stylo et où l'on ne parlait pas encore de dématérialisation. Données sensibles revient sur l'une des plus retentissantes affaires de cyberattaque de ces dernières années, avec le témoignage exceptionnel d'Audrey Linkenheld, première adjointe à la maire de Lille de 2020 à 2023, et en première ligne dans cette affaire. Dans la seconde partie de cette émission, nous reviendrons avec un expert en cybersécurité d'Advance sur la cyberattaque de la ville de Lille, sa réponse et les leçons à en retenir. Blackout sur la ville, quand Lille fut ramenée 30 ans en arrière, c'est le premier épisode de Données sensibles. Dans la nuit du 28 février au 1er mars, une alerte tombe. C'est Audrey Linkenheld, alors première adjointe, qui est d'astreinte ce soir-là. Elle se trouve à son domicile quand un SMS déroutant lui parvient peu avant minuit. Alerte sur le système informatique. C'est l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui est à l'origine de cette alerte. Bien sûr, une institution comme la ville de Lille est préparée à ce genre de situation, et la première adjointe, tout comme l'ensemble des élus, est sensibilisée aux questions liées à la cybersécurité. À Lille plus qu'ailleurs, on mesure les nouvelles menaces qui pèsent sur les organisations. Après la première adjointe, l'alerte se diffuse rapidement. Les premiers à être prévenus sont la police municipale, contactée par l'ANSSI via le système d'alerte de la ville. Puis, c'est la direction des systèmes d'information qui se retrouve sur le pont. Ce sont eux qui ont l'expertise pour attester de l'incident. Des agents se rendent alors en mairie pendant la nuit et constatent en effet une intrusion. Leur réflexe est de colmater au plus vite la brèche. Ils coupent tout le système, éteignent les machines. Durant cette même nuit, une cellule de crise est aussitôt mise en place. Elle doit se réunir dès le lendemain, mercredi 1er mars, à 8h, pour un premier état des lieux. Elle est pilotée par les élus. La première adjointe est Marion Gauthier, en charge des questions numériques, ainsi que le directeur général des services et la direction des systèmes d'information. À ce moment-là, on sait que c'est possible. Audrey Linkenheld, première adjointe au maire de Lille, au moment des faits. On sait qu'il peut y avoir une attaque, mais on ne sait pas du tout quelle est l'ampleur de l'attaque. On ne sait pas d'ailleurs non plus, avant cette réunion à 8h, sous quelle forme s'est faite l'attaque. Le diagnostic commandé quelques jours auparavant auprès d'Advance, prestataire en sécurité informatique, est une aubaine. Ces experts sont immédiatement mobilisables. Il s'avère rapidement que la mairie centrale et tous les lieux annexes sont concernés. La réponse doit être immédiate et dès cette première matinée, elle devient concrète. La messagerie électronique est hors d'usage, alors au grand mot, les grands remèdes. Devant chaque bâtiment municipal est postée une personne pour prévenir les 4000 agents permanents, sans compter les vacataires, qu'il ne faut pas allumer son ordinateur. Plus de 3000 ordinateurs sont désormais à l'arrêt, y compris ceux des élus. La première démarche pour la première adjointe est évidemment de déposer une plainte. Au fil des jours, la cellule de crise va accueillir les représentants de plus en plus de services. Affaires sociales, écoles, état civil, sport, cantine, bibliothèque, tous les élus ou presque sont concernés par la situation. Les ordinateurs sont éteints, ils vont le rester probablement quelques jours. Et puis après,
on aura trouvé le bug, ça va redémarrer et la vie reprendra son cours. C'est seulement après qu'on se dit, ben non, en fait, c'est plus grave, on peut pas rallumer parce que si on rallume, on risque de propager finalement l'incident là où on l'a contenu. Les experts de la ville, épaulés par ceux d'Advance, établissent un plan d'attaque. En premier lieu, il faut réaliser un diagnostic des dégâts occasionnés. Pour ça, on a besoin de la mobilisation de nos propres équipes, mais encore une fois des experts comme ceux d'Advance qui vous disent ensuite que les premiers jours vont être très très difficiles, les semaines suivantes très difficiles, les mois suivants difficiles et peut-être l'année d'après encore un peu compliquée. La question de la communication surgit rapidement. Comment informer les 230 000 Lillois de la situation ? Il faut qu'on s'adresse à nos agents dont l'outil de travail ne fonctionne plus. Il faut qu'on prévienne nos usagers. C'est à ce moment que les bonnes vieilles méthodes de communication retrouvent subitement tout leur intérêt. L'ensemble des agents et des élus de la ville décident de faire front commun. On ressort les panneaux d'affichage à l'ancienne. On a évidemment convoqué des conférences de presse en disant ce qu'on pouvait dire, dans le sens où on ne peut dire que ce qu'on sait, et on ne savait pas grand-chose, et il y a une partie de ce qu'on sait qu'en plus il vaut mieux ne pas dire, puisqu'on sait qu'on est sous surveillance des hackers, à la fois de ceux qui nous ont hackés, mais aussi d'autres qui pourraient profiter de la vulnérabilité qui est la nôtre post-incident pour provoquer d'autres éléments en chaîne. Voilà. Tout ça, on l'a fait évidemment avec les conseils de l'ANSSI, de la police et de notre prestataire. C'est une période de sidération. Chacun pense que la situation va revenir à la normale rapidement. Cet instant rappelle étrangement une autre période, toute récente. Oui, le confinement est dans toutes les têtes. Mais une ville de la taille de Lille ne peut pas s'arrêter. Les cantines, les musées, les piscines doivent pouvoir continuer à accueillir le public et les démarches administratives doivent également pouvoir être rendues possibles. Mais comment les garantir encore sans l'appui fondamental des ordinateurs ? La consigne, c'est vraiment qu'aucune activité ne s'arrête. Le sujet, c'est de se dire comment on reprend l'activité autrement, et c'est là effectivement où on ressort le crayon, le papier, la gomme, voilà. Depuis hier, la mairie centrale est en grande partie paralysée par une cyberattaque. Les lignes téléphoniques sont donc coupées, les ordinateurs et les serveurs éteints. Tout fonctionne au ralenti. Seul point positif pour les Lillois, vous allez l'entendre. Eh bien, L'attaque fait l'objet de nombreuses spéculations et l'opinion publique se questionne. On vient de commémorer l'anniversaire du début du conflit en Ukraine et la ville s'est particulièrement exposée avec des actes forts de solidarité. Or, la Russie est connue pour héberger une grande communauté de cybercriminels. On songe alors à une attaque politique qui pourrait venir de l'extérieur mais aussi de l'intérieur. Le travail d'enquête est fastidieux. La police, comme elle le ferait dans une affaire de cambriolage, analyse les données concernées et les traces laissées par les voleurs pour comparer le modus operandi à ces bases de données. Les experts d'Advance examinent eux aussi la scène de crime à la recherche d'empreintes numériques et de résidus malveillants à la manière de dératiseurs minutieux. Le vendredi 17 mars, la menace se précise soudainement. Une demande de rançon parvient à plusieurs agents municipaux. Quand on a vu la demande de rançon, on a compris ce que d'ailleurs nous avaient dit les experts dès le début, que nous n'étions pas visés directement, voire personnellement, qu'en fait nous avons été pris dans un filet de ces hackers. C'est tombé sur nous, mais en fait ils ne savaient pas qui on était particulièrement. Ce faisant, les hackers dévoilent leur nom. Le groupe Royal. Royal, un nom connu des services de police, apparu dans les radars des spécialistes de la cybersécurité au second semestre 2022 et entré directement dans le top 5 des groupuscules de hackers les plus actifs de la planète, aux côtés de Logbit, Vice Society, Black Cat et Clop. Ces noms sont en réalité ceux des rançongiciels qui font surface et d'après lesquels les experts identifient les hackers qui les propagent. Jusqu'ici, Royal s'est surtout fait connaître pour ses attaques aux États-Unis, principalement à l'encontre d'établissements de santé. Fin mars, la presse évoque une demande de rançon de 5 millions de dollars. La police a désormais une piste, mais cet élément ne change pas les préoccupations de la ville. S'assurer que le vol de données soit cautérisé et que la protection de ces systèmes soit renforcée. Il ne s'agit en fait pas à proprement parler d'un vol. C'est d'une copie de ces données dont s'emparent les hackers. Et la ville n'a à déplorer aucune perte sèche, et il s'avère bien vite que le volume de données concernées est assez faible. 2% de l'ensemble des données de la ville, dont une partie se retrouve rapidement sur le dark web.
Il faut expliquer à nos agents municipaux, on a dit qu'ils étaient plusieurs milliers, il faut expliquer à nos élus, qui sont quelques dizaines, qu'un certain nombre de leurs données personnelles se promènent sur le dark web, qu'il faut prendre des mesures pour se prémunir contre l'utilisation qui peut en être faite. Cette fuite n'est pas en soi préjudiciable. C'est l'utilisation de ces données qui peut l'être et suppose pour chaque victime d'être vigilante dès à présent et dans le futur. C'est l'usurpation d'identité qui constitue la principale crainte. Après avoir réalisé tous les relevés et s'être assuré que la brèche était refermée, les premières machines sont rallumées. Nous sommes en mai, soit seulement 2 mois après l'alerte initiale. Donc, ce qu'on met en place à partir dès le début, mais surtout quand on a le diagnostic technique, c'est le plan de continuation d'activité et la remédiation, c'est-à-dire comment, au fur et à mesure, on rallume entre guillemets les choses et on fait refonctionner les logiciels en ayant la capacité à la fois à récupérer les données sauvegardées et à ne pas prendre le risque qu'on recrée des difficultés, qu'on réouvre des brèches. Ce protocole de redémarrage prend du temps. Il dépend aussi de facteurs humains et de l'âge des systèmes notamment. Au fur et à mesure de la remise en service des systèmes, qui s'accélère durant l'été, se confirme l'ampleur des dégâts présupposés. Les opérateurs mettent au jour le volume précis et l'état des données copiées, qui selon les blocs de données, datent du début ou de la mi-février. On a une petite idée en amont, mais c'est vraiment que quand les choses remarchent, qu'on se rend compte si effectivement on a récupéré toutes les données, si certaines sont dégradées, si la sauvegarde elle datait de début février ou de mi-février. Si la période est intense pour les équipes municipales, l'usager, lui, ne se rend pas vraiment compte des chantiers en cours. Tous les services sont accessibles. Certaines démarches administratives prennent plus de temps, mais la ville parvient à rendre la situation quasiment indolore. Il y avait quelques bonnes nouvelles, même pour l'usager, quand pendant un court laps de temps, on n'a pas fait payer un certain nombre de services parce qu'on n'avait pas la billetterie pour cela. Donc on a eu quelques semaines où la piscine n'était pas payante. L'heure est déjà au calcul du préjudice. Il prend en compte les pertes de recettes, les frais informatiques liés à la remédiation et à l'achat de nouveaux ordinateurs, et les dépenses en ressources humaines, que ce soit chez des prestataires ou en interne. La première évaluation du préjudice atteint 1 700 000 €, une somme que la ville espère voir prise en charge largement par son assurance. La faille, elle, a bien été identifiée. Les experts sont parvenus à remonter à une machine ou à un ensemble de machines spécifiques. C'est un endroit, voilà, mais je n'en dirai pas plus. Négligence, erreur humaine, connaît-on l'origine de cette faille ? Ce que l'on sait, c'est que dans les 2/3 des attaques liées au ransomware royal, l'intrusion se fait par phishing, c'est-à-dire par un mail piégé qui invite le malheureux destinataire à installer un logiciel malveillant. Ça fait partie des risques. Janvier 2024, soit 10 mois après l'attaque. Tandis que la grande majorité des services a été rétablie, l'heure est au bilan. La ville a considérablement augmenté le niveau de sécurité de ses systèmes, aidé en cela par le diagnostic débuté avant même l'incident. Audrey Linkenheld, première adjointe et en première ligne durant cette cyberattaque, expose les leçons qu'elle a tirées de cette expérience. La question, c'est pas tellement si on se fait attaquer, c'est comment on limite les dégâts dans ce genre de circonstances et comment on reprend finalement du service rapidement. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que dans les gens qu'il faut prévenir, il y a tous vos partenaires. On a des systèmes d'information très imbriqués avec d'autres, avec l'État, avec la métropole européenne de Lille sur les questions d'urbanisme, avec le département. Donc il faut aussi prévenir vos fournisseurs, vos partenaires de tout ça, qu'eux-mêmes se protègent du coup pour éventuellement ne pas être contaminés par l'incident qui est le vôtre. Désormais sénatrice, elle plaide pour un meilleur accompagnement des collectivités par l'État devant l'ampleur de la menace et pour concourir au principe de cybersolidarité prôné par l'Union européenne. Le 11 janvier 2024, date de l'enregistrement de cet entretien, il manquait toujours à l'administration centrale de la ville de Lille le logiciel servant à l'organisation des conseils municipaux et aux délibérations. Les Lillois peuvent de nouveau utiliser l'ensemble des services en ligne de leur mairie, et même si la piscine est redevenue payante, ils auront traversé cette crise de façon quasiment indolore. Pour revenir sur cette affaire, j'ai en ligne David Quesada, expert en cybersécurité au sein du CERT d'Advance. Bonjour David. Bonjour.
Première question, David, c'est quoi ce CERT pour lequel vous êtes intervenu dans cette affaire ? Le CERT, c'est l'équipe qui s'occupe de la partie réponse à incident et aussi recherche des menaces en cybersécurité. Vous avez été parmi les premiers témoins de cette intrusion. C'est inhabituel qu'une institution de la taille de la ville de Lille soit paralysée par une attaque de ce genre ? Dire que là, c'est habituel, non, mais il arrive souvent que des institutions soient bloquées par des cyberattaques, que ce soit pour du chiffrement avec des rançongiciels ou alors que ce soit pour des cadres de fuite d'informations massive, par exemple. Vous étiez donc dans la cellule de crise. Comment êtes-vous informé de la situation en premier lieu et quels sont les premiers éléments en votre possession ? Les gens vont nous appeler sur notre numéro d'astreinte ou d'urgence si jamais ils le connaissent. Là, nous, on va débuter une première phase de qualification pour comprendre l'incident, ce qui se passe, les craintes qu'ils peuvent avoir et les objectifs qu'on va devoir atteindre pour gérer cette crise ensemble. On se déplace sur site, donc il y a une phase de déplacement et après, on commence toute la partie qui va être investigation d'un côté et gestion de crise avec les équipes, par exemple, de la mairie, là, dans ce cas-là. La sénatrice Audrey Linkenheld, qui est alors première adjointe, nous indique que les agents de la ville constatent une infraction. Quels sont les signes d'une telle intrusion ? Alors, je ne pense pas que c'est constater une infraction au sens légal et pénal du terme, mais plutôt constater une intrusion ou des éléments qui permettent de dire qu'effectivement, il y a un comportement inhabituel qui n'est pas du fait et des utilisateurs, ni même des équipes admin, qui a été constaté. Et effectivement, c'est les équipes qui ont pu constater, suite à l'information qu'ils avaient eue, qu'il y avait bien des problématiques et qu'il fallait agir plutôt rapidement. Elle nous raconte également que le premier réflexe de ces agents est d'éteindre tous les ordinateurs. Est-ce que c'est ce qu'il fallait faire ? Alors, je dirais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. On fait ce qu'on a avec les éléments dont on dispose à ce moment-là. Effectivement, dans certains cadres, il est préférable de garder les ordinateurs allumés et de déconnecter les réseaux qui vont avec. Quand c'est très massif et qu'on fait dans l'urgence, il arrive que ce soit éteint. On ne le préconise pas forcément puisque tout ce qui est éteint va demander un travail peut-être plus important de vérification avant de remise en ligne, là où quelque chose d'allumé, déconnecté du réseau peut permettre d'avoir des éléments plus rapides pour une remise en service. Et en plus, on peut essayer de récupérer des données qui sont de type volatile dans la mémoire des systèmes pour pouvoir, le cas échéant, des fois récupérer des clés de déchiffrement qui auraient pu être mises en mémoire ou autres éléments. Je suppose que c'est un réflexe très humain de tout couper comme ça dans la panique ? Alors oui, c'est un réflexe plutôt humain de tout couper quand on est face à une attaque. C'est vrai qu'il est préférable de s'y préparer un peu, faire de la sensibilisation et avoir les quick wins qui permettent de savoir, OK, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là ? Est-ce que je déconnecte le réseau ? Est-ce que je mets mon système en mode avion pour le Wi-Fi ? Et ainsi de suite. Alors à partir de là, une cellule de crise se met en place à laquelle vous participez. Quel est votre rôle dans cette instance et par quoi on commence ? Par un état des lieux ? Dans un premier temps, effectivement, il y aura une partie d'état des lieux et surtout, nous, on va leur apporter toute notre expertise de ce qu'on a pu voir comme cas précédent dans des contextes plus ou moins similaires. Et leur dire, voilà, nous, dans tel cas, on préconise ça et tel élément, ce qui vous permettra d'avoir tel avantage ici, tel avantage là, de gagner du temps sur ce point-là qui peut vous paraître lointain, mais en fait, si on le prévoit maintenant, on va gagner du temps après et ça va permettre aux équipes de prioriser des actions, par exemple, de prioriser aussi des parties analyse. Peut-être qu'en fonction des objectifs, on va se dire, OK, techniquement, si je veux atteindre ces objectifs, il faut que je réalise ces éléments-là. Et pour réaliser ces éléments, en premier lieu, il me faut collecter de la donnée. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir prioriser ces éléments et leur donner une sorte de synthèse de la situation de l'attaque, par où ils sont passés, les éléments qu'on connaît, les éléments qu'on ne connaît pas, et les actions préconisées, si elles ont été plus ou moins appliquées. Et ça, c'est un jeu qui va se passer dans la cellule de crise pour savoir si côté DSI, est-ce qu'ils ont appliqué les actions, oui, non ? Est-ce qu'elles ont un impact sur la partie métier, donc avec les métiers, pour savoir si oui ou non, d'un point de vue métier, ça a un impact, et que ça puisse s'inscrire dans la continuité et la reprise d'activité par la suite. Et quand vous arrivez, du haut de votre expérience, est-ce que vous vous dites, là, c'est un gros sujet qui va me prendre du temps, ou est-ce que c'est une affaire somme toute commune pour vous ? Alors, d'expérience, et je pense que la sénatrice en a parlé, quand on arrive sur des cas de ce type-là, on leur explique que ça va être un marathon. Nous, on sait qu'en moyenne, les gens vont rester pour la partie analyse quasiment 2 à 3 semaines et que pour le pilote, donc entre autres ma personne à ce moment-là,
ça va durer potentiellement un mois à suivre les équipes, pas forcément sur site complètement, mais ça va durer ce temps-là. Et donc, on leur explique bien, vous allez avoir 2 semaines très, très difficiles, suivies de 4 à 6 semaines difficiles, 3 à 4 mois compliqués, et le tout va durer 1 an. Quel est l'état d'esprit que vous constatez au sein de l'équipe municipale ? C'est comme toute entité qui prend un choc. Nous, humains, quand on apprend une mauvaise nouvelle, forcément, on a des phases psychologiques d'acceptation de l'information. Des fois, on passe par des phases de sidération, colère, etc. Et puis après, on va se remettre en mouvement. Donc, on est tous un petit peu sidérés quand on prend un choc de ce terme-là, de ce type-là. Et quand on arrive, souvent, on est une sorte de catalyseur de stress. Enfin, il y a quelqu'un qui arrive et hop, il déplace le stress un peu dessus. Et on voit souvent que ça redescend un peu de leur côté et qu'ils se disent « Ok, on va être accompagné, ça va bien se passer, etc. » Mais souvent, il y a une première phase et après, les gens se mettent en mouvement parce que de toute façon, ils se disent « il va falloir le faire ». On essaye de motiver les gens, de ne jamais juger. C'est un principe simple, on dit on ne juge pas. On ne cherche pas de coupable. De toute façon, c'est rarement le fait d'une seule personne. C'est un ensemble d'éléments qui ont amené à cet événement-là et non pas un seul événement d'une personne qui aurait, par exemple, juste mal cliqué à un moment. Vous êtes donc aussi un catalyseur de stress. Parlons de cette demande de rançon. Est-ce qu'elle vous aide ? Est-ce que le fait que les hackers se découvrent est en quelque sorte utile pour vous ? Alors nous, dans le travail, ça peut aider sur certains points pour bien confirmer les techniques et les tactiques qui ont été utilisées et que nous, on a vues. Donc le fait qu'ils se découvrent, ça nous permet d'avoir ces éléments-là. Deuxièmement, ça va nous permettre, avec l'équipe de renseignement de cybersécurité, de voir avec les forces de l'ordre si oui ou non, on va faire certaines actions pour pouvoir corroborer les données qui seraient potentiellement disponibles versus ce que nous, on a vu sortir ou potentiellement sortir. Donc oui, effectivement, ça nous sert, ça nous permet d'avancer et surtout, à partir de ce moment-là, ça va être vraiment un jeu avec les forces de l'ordre pour vérifier ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire et ainsi de suite. On apprend dans le récit que cette demande de rançon, elle émane d'un groupe nommé Royal. C'est un groupe que vous connaissiez. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? C'est un groupe de rançongiciels comme un peu tous les autres qui essaye d'exfiltrer potentiellement chiffré ou pas, parce qu'on le voit de moins en moins chiffrant, exfiltré pour rançonner les gens. C'est de gagner de l'argent dessus, hein. C'est un business pour eux, ils ont des business models, ils font de l'achat-revente. Donc oui, ils faisaient partie de la liste de ceux qu'on avait sur le feu. D'ailleurs, je crois que c'est pas véritablement un groupe de personnes constituées, mais plutôt un type d'outil qui peut être utilisé par différents groupes. Effectivement, mais j'en dirai pas plus. On apprend ensuite que la remise en route des services se fait de façon échelonnée. C'est une procédure que vous pilotez. Comment ça se passe pour retourner à la situation normale ? C'est simple. Il y a des objectifs de sortie de crise. Ces objectifs-là, ils vont avoir comme impact de prioriser des services à recouvrir. Pour prioriser ces services, souvent maintenant, ça s'appuie sur des logiciels, des processus métiers, des CRM, etc. Mais ces CRM et ces logiciels, ils sont liés au système d'information. Et pour pouvoir remonter le système d'information dans le but de lancer la priorité 1 dans les 10 à 15 jours, on fait forcément des choix. Et au vu des investigations qu'on va réaliser, nous, on va trouver un certain nombre d'éléments. Et pour ne pas remettre en route un serveur qui contiendrait potentiellement des implants restants, etc., il y a toute une checklist à passer qui est fournie à nos commanditaires pour pouvoir vérifier si oui ou non ce serveur est potentiellement compromis. Et si jamais il l'est, reprendre plus tard pour refaire une liste et après avoir toute la procédure pour réintégrer des données et vérifier que ces données n'ont pas été corrompues ou compromises non plus. Donc là, c'est vous qui conseillez les élus et les différents services et qui distribuez les feux verts. On explique, nous, voilà ce qu'on a vu. Voilà comment le détectez, vous, de votre côté. Voilà les actions à réaliser, donc une liste d'actions. Et si jamais vous arrivez au bout, c'est bon. Ok, en gros, vous avez un feu vert implicite, vous avez appliqué la procédure, vous n'avez rien trouvé, passez à l'étape suivante et on demande que tout le monde fasse une traçabilité complète des différentes actions. C'est-à-dire que quand on arrive, on leur explique bien, vous allez devoir tracer ce que vous faites, tel jour, telle heure, j'ai fait ça, j'ai eu tel résultat, et ainsi de suite, pour que si jamais il y a un souci durant la réponse à incident et la gestion de la crise, on puisse reprendre les éléments de chacun et refaire une timeline. De plus, ça va servir aussi, et pour nous, pour différencier des éléments
réalisés pendant la remédiation, et pour les forces de l'ordre en cas de plainte, pour pouvoir vérifier ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, et ainsi de suite. Alors on s'achemine vers le dénouement de cette histoire. La première adjointe semble évoquer finalement une erreur d'inattention. C'est souvent ça le point de départ, une banale erreur humaine ? Nous, on ne juge pas rien du tout. Il y a tellement de façons de rentrer. De toute façon, à un moment, ils ont récupéré certaines choses qui leur ont permis. Est-ce que c'est de l'inattention d'une personne ou pas ? Je n'irai pas jusque-là. La subtilité à bien avoir en tête, c'est un exemple que je donne souvent. Quand vous arrivez dans un bâtiment de votre entreprise, on ne vous demande pas de porter un casque et des chaussures de sécurité. On a fait en sorte que votre bâtiment ait le niveau de sécurité minimal. Et on vous a dit que si un jour vous voyez de la fumée qui sort d'une poubelle, prenez l'extincteur, utilisez-le. C'est un peu la même chose dans la cyber, c'est qu'à un moment, il arrive des choses où c'est peut-être pas que l'utilisateur. Il faut avoir l'ensemble du scope pour être sûr qu'on ne stigmatise pas juste une population. Pour terminer, David, on est à un peu plus d'1 an maintenant de cette attaque. Est-ce que c'est désormais une affaire classée chez Advance ou est-ce que vous êtes encore en train d'écoper les dernières traces de cette attaque ? Alors, côté CERT et réponse à incident, effectivement, ça a été, on appelle ça classé. On a clos l'incident. Il nous arrive qu'ils posent des questions sur notre plan d'action et de remédiation, puisqu'effectivement, c'est un plan qui va être fait sur le long terme. Donc là, on leur répond, on explique, on suit. Et en plus, il y a d'autres équipes chez Advance qui ont dû prendre le relais. Entre autres, le SOC qui a été mis en place avec certains éléments pour pouvoir améliorer le niveau de sécurité de détection. Il y a d'autres accompagnements qui sont en cours pour améliorer, puisqu'ils étaient déjà dans une démarche, la mairie, d'audit, diagnostic, amélioration de leur sécurité. On a juste été un accélérateur de projet de cybersécurité. Eh bien, David Quesada, merci. De rien, merci à vous. C'était Données sensibles, épisode 1, la cyberattaque sur la ville de Lille. Dans le prochain épisode, nous retracerons l'attaque qu'a subi le CHU de Brest, à peu près à la même période. À bientôt dans Données sensibles.